Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais tout simplement vous faire part de ma découverte tardive de ce qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma américain, voire au-delà, Chinatown, sorti en 1974, il y a 50 ans, à 1 ou 2 jours près en France d'ailleurs, le dernier long-métrage réalisé aux États-Unis par Roman Polanski. Et pour cause, puisque 3 ans après il fera des choses très graves, fuira le pays et n'y reviendra plus jamais. Mais bon, oublions les faits divers ici, restons donc sur l'œuvre cinématographique dans laquelle nous retrouvons au casting le duo Jack Nicholson et Faye Dunaway, qui représentait pour beaucoup le nouvel Hollywood à l'époque, Easy Rider ou Bonnie and Clyde pour ne citer que cela. Mais est-ce que Chinatown peut s'inscrire dans cette mouvance? J'ai envie de dire oui et non, et j'y reviendrai probablement à un moment dans cette vidéo. À leur côté, en tout cas, nous avons une figure emblématique de l'ancienne Hollywood, le cinéaste, mais ici acteur, John Huston, qui notamment avait fait Le Faucon Maltais. Alors je cite cette œuvre en priorité parce que c'est probablement l'une des influences de Chinatown, avec les romans de Raymond Chandler ou de Chalamet. C'est un film noir, oui, mais aussi un thriller tragique qui peut aller au-delà. Citons aussi les présences de Roman Polanski lui-même, d'ailleurs, dans une scène au couteau, sur laquelle je reviendrai. Diane Ladd, James Hong, acteur américain, mais d'origine chinoise, qui est toujours en activité. Et le regretté Burt Young, qui nous a quittés l'année dernière, il me semble. Et là, on est avant Rocky. Une petite scène au début et un peu vers la fin, mais quand même. Alors, l'histoire se déroule dans les années 30 à Los Angeles. Alors, il y a la Grande Dépression aux États-Unis, mais là, on est plutôt centré sur un problème local, la guerre de l'eau. Là, des gens se plaignent que celle-ci n'est pas assez abordable, alors que pourtant, elle devrait tenir à tout le monde. Mais bon, l'homme a pris le dessus sur la nature, et c'est clairement l'idée ici. Il y a tout un scandale autour d'un barrage à construire ou non, avec un grand mania qui possède beaucoup de choses. Et en filigrane de cela, mais très vite ça va être lié, on va suivre une femme qui s'appelle Evelyn Murray qui va engager un détective privé du nom de Jake Gillis. Donc là, on a Faye Dunaway et Jack Nicholson parce que celle-ci suspecte que son mari la trompe. Donc, début d'histoire traditionnelle et encore, on a un faux début d'histoire traditionnelle au tout début. J'y reviendrai après. Il y aura quelques zones spoilers assez rapides, je pense. Et donc, Jake va suivre ce mari, prendre des photos, tout ça, avec ses associés, et se rendre compte que cette affaire va le dépasser, car le mari en question est en lien avec cette guerre des eaux, et donc plus il s'implique, plus il met le doigt dans l'engrenage et tombe un peu dans les abysses d'affaires de corruption, et va se retrouver menacé physiquement, le détective privé, même qui va se faire, j'allais dire, péter le nez, même poignarder le nez. Et c'est pour ça qu'on le voit avec ce pansement assez emblématique à chaque fois qu'on pense à Chinatown. Le temps d'une scène remarquable, sur laquelle, donc oui, je vais revenir, ça fait 2 fois que je le dis, et si j'oublie, c'est que vraiment, je suis un âne. Mais bon, il y a tellement de choses à dire sur ce film que je vais oublier beaucoup de choses. Et donc, Jake va aussi s'attacher un petit peu au personnage d'Evelyn, et il ne veut pas lâcher prise. Alors, d'où vient cette idée d'accrocher le morceau comme ça, probablement de son passé, qui le lie à Chinatown. Mais là, je peux pas en dire plus pour l'instant, à part qu'il y a été flic, et que maintenant il est détective privé, ça veut dire beaucoup ça. Et qui retrouve d'ailleurs son ancien collègue, là, qui enquête, lui, en tant que policier, sur l'affaire, ou sur ses affaires qui finissent par être mélangées. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, premièrement, j'ai beaucoup aimé, c'est assez extraordinaire, c'est une leçon de cinéma, c'est certain. Et j'ai envie aussi de citer le scénariste Robert Towne, parce que dans l'écriture c'est remarquable, et ce monsieur nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà, il a eu l'Oscar pour cette œuvre. C'est une œuvre justement qui fonctionne aussi en collaboration avec l'écriture, avec le chef-op, qui je crois avait déjà travaillé, c'est pas lui qui a travaillé, c'est le monteur qui a travaillé avec Polanski, notamment sur Rosemary's Baby, mais John A. Alonzo, qui avait fait notamment Vanishing Point, film dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que cela. Donc il venait du nouvel Hollywood, le monsieur, il y a travaillé. Et c'est sur ce premier point que j'avais envie de revenir, avant de trop me disperser, c'est que nous avons ici une œuvre d'auteur au pluriel, qui s'inscrit dans son époque, tout en dialoguant avec le passé. Et dès l'introduction, on a presque un piège. On a 2 subterfuges d'ailleurs pour ouvrir le film. Le premier, c'est sur ce générique et cette musique de Jerry Goldsmith, qui est assez
peut-être pas inhabituel dans sa carrière, parce qu'il a touché à peu près à tout, qui a été composé, je crois, à la va-vite, parce que c'est un petit peu au dernier moment qu'il s'est greffé au projet. Mais on a, voilà, cette introduction avec générique complet. Voilà. D'ailleurs, à la fin, il n'y a pratiquement plus rien au niveau générique. À l'ancienne, donc, avec cette musique un peu suave, un peu sombre, et un format un peu plus carré, on va dire, je ne sais pas les termes exacts, qui pourrait nous faire croire qu'on est dans une relecture pure du film noir. Mais très vite derrière, on ouvre une sorte de cinémascope, hein, je pense, à l'époque, et en fait, on va ailleurs. C'est-à-dire que Polanski décide de renouveler le film noir avec les codes du nouvel Hollywood. Donc on a un mélange des deux, et il y a un discours aussi sur ce cinéma, parce qu'il faut savoir que Polanski, le nouvel Hollywood, donc Polanski et Hollywood à l'époque, ça commençait à être difficile, pour plusieurs raisons. Il y a eu des non-succès, voilà, Rosemary's Baby a super bien fonctionné, mais après ça a été un peu plus dur sur 2-3 films. Et il faut savoir que à Hollywood, il y a perdu son épouse Sharon Tate. Je vous renvoie au film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Donc on sent cette vengeance envers Hollywood qui lui offre la possibilité quand même de faire un film là qui va être marquant dans l'histoire d'Hollywood. Bon, la vengeance après envers les États-Unis, elle sera autre pour le metteur en scène, hein. Ben. Et alors là, c'est fascinant. Dès le début, on comprend qu'il retourne un peu les codes, tout en les prenant, et même que la façon dont le détective est engagé n'est pas celle qu'on... C'est pas très... Ça a l'air très classique et tout, mais en fait, derrière, il y a déjà un subterfuge sur cette femme qui apparaît au début, qui n'est pas vraiment celle que l'on croit. D'ailleurs, est-ce que le personnage de Faye Dunaway est aussi la femme que l'on croit? Évidemment, ça joue beaucoup sur certains retournements là-dessus, mais c'est beaucoup plus profond. Et c'est un film qui parle de l'Amérique. Alors moi, c'est ça qui me plaît aussi quand il y a le cinéma américain, j'aime bien voir sur le contexte, comment c'est géré et tout. Bon, là, c'est les années 30, donc on est 40 ans après. Il y a eu cette guerre des eaux qui s'est vraiment déroulée au début du siècle aux États-Unis, avec une histoire de barrage aussi. Enfin, un barrage qui s'est écroulé parce qu'il y a un aqueduc qui était un peu... Voilà, c'est pas évident. D'ailleurs, qui avait été construit par un certain Mulholland, Monsieur Mulholland, qui a donné le nom à Mulholland Drive. Vous voyez, toujours lié, hein, Hollywood, tout ça. Bon, on se marre. Mulholland Drive étant évidemment aussi, là je citais cela ainsi, le film culte que j'adore plus que tout de David Lynch. Et donc, il y a cette histoire-là de contrôle de l'humain sur l'eau dans un endroit où il y a du désert, où les gens ont besoin de ça, notamment les agriculteurs locaux. Et ça questionne le rêve américain qui, sur l'ouest des États-Unis, est un petit peu château-branlant aussi, même si on pourrait croire que c'est encore un endroit où on pouvait faire fortune facilement. Non, dans les années 30, 1930, même pendant la Grande Dépression, le rêve américain, il était nulle part. Et certainement pas non plus à Los Angeles, finalement, quand on y pense. Et la façon dont Polanski, son scénariste et tout, ausculte l'endroit, c'est que on comprend qu'il a été bouffé, ce rêve américain, par la corruption, par des gens qui veulent tout posséder, y compris l'eau, qui est pourtant quelque chose de naturel et qui devrait être de service public. Et il y a toute cette histoire là-dessus, justement, sur quelqu'un qui voulait garder le contrôle et l'autre qui voulait un petit peu permettre aux gens d'en profiter. Et on a une affaire qui, on va dire, est professionnelle, qui est financière, qui va être reliée à l'intime, sans trop en dire pour l'instant. Et bien c'est exactement ce que le personnage de Jack Nicholson va faire. C'est-à-dire qu'il prend une affaire personnellement, alors que c'est quand même sur le plan professionnel à la base. Et donc vous avez ce lien-là, qui fait que on s'enfonce au plus profond de ces racines sombres, de ce rêve américain qui a été retourné, qui a été détourné, comme l'argent probablement et tout. Et c'est passionnant ça, sur une première lecture, parce que là vous voyez je suis très vague, je pense qu'en revoyant certaines scènes, je comprendrai beaucoup plus de symbolisme. Moi je pense à ces moments où par exemple le personnage qui est suivi, donc le mari, Mulray, qui s'appelle, j'ai plus son prénom en tête, mais Hollis, voilà, il est traqué, on sent qu'il va pas bien. Voilà le détective, et il est là face à l'océan et il sent que sa perte est proche. Et à ces scènes extraordinaires, hein, presque de contemplation et en silence sur les premiers moments de filature. Et on voit le détective privé à côté donc d'un truc d'eau là qui coule très fort. Plus tard, il va se faire emporter par cette eau. Il est emporté par les méandres de cette affaire qui est liée à l'eau. Et l'eau elle-même est un symbolisme absolu sur ce que peut représenter le personnage de Evelyn, donc l'épouse, par rapport à sa famille et à son mari. Et ça, c'est puissant, parce que au début, on peut imaginer qu'il y a quand même quelque chose qui va au-delà de cette recherche. Il aurait trompé sa femme et tout, bien évidemment, mais vraiment, on va dans les profondeurs de l'histoire de l'intrigue et des abîmes et de l'abysse de cette terrible affaire.
Et évidemment, Jack Nicholson y est parfait. Et très vite, en mettant son nez là où il faut pas, bah, il se... Là aussi, c'est amusant, hein. Il se prend un couteau dans le nez. Une scène, donc j'y viens, qui a été tournée plusieurs fois, mais c'est la première prise qui était la bonne. Beaucoup de gens, enfin, ils ont fait courir la légende Polanski et Nicholson, parce qu'on leur posait trop la question, ont cru qu'ils s'étaient vraiment fait couper le nez en vrai. Voilà, mais c'est faux. Il y a eu tout un stratagème qui fait que d'ailleurs, avec le montage et la façon dont c'est filmé sur la première scène, ça marque. Je crois que même Jack Nicholson a aidé à la mise en scène sur ce moment-là, sachant que Jack Nicholson deviendra aussi plus tard réalisateur. Donc c'est passionnant, ça. C'est passionnant. Voilà, il y a plein de choses qui sont très fortes. Évidemment, la relation entre Jack Nicholson et Faye Dunaway, leur personnage, hein, qui monte et qui va forcément mener le détective encore plus loin sur certains dilemmes. Et la référence à Chinatown. Alors j'y reviendrai dans la zone spoiler très vite, elle va pas tarder là. Mais Chinatown représente ici donc le passé du personnage du détective, certes, mais ça représente aussi quelque chose de sombre au niveau de l'Amérique. Il faut savoir que, alors encore le cas dans les années 30 quand se passe le métrage, les immigrés chinois ont été interdits d'arriver donc aux States avec le Chinese Exclusion Act, dont j'ai parlé avec Terminal il n'y a pas longtemps, dès 1882 jusqu'au début des années 40. Donc là, techniquement, c'est encore compliqué. Et donc, les gens qui avaient pu immigrer aux États-Unis, ou qui ont pu immigrer après, de façon plus ou moins légale ou avec certains passe-droits, pour fuir cette persécution qu'ils ont vécue, hein, les Chinois aux États-Unis, alors qu'ils ont aidé à la construction des chemins de fer et donc au rêve américain, sont regroupés dans les Chinatown pour vivre leur rêve américain entre eux parce que les Américains ne leur permettaient pas. Et cette idée-là fait aussi écho avec ce passé de l'Amérique que l'Amérique n'a jamais voulu trop mettre en avant. Et même ce film ne veut pas trop mettre en place cela. Par exemple, il n'y a aucun plan qui va nous montrer Angel Island, la station d'immigration qui était encore en activité dans les années 30, et qui se... Mais bon, parce qu'elle est à San Francisco. Là, ça se passe à Los Angeles. Ouais, je dis un peu des bêtises, mais bon, en soi, on va pas trop en parler, et pourtant, sur la fin, c'est assez clair. Et en filigrane, sur tout le film. C'est-à-dire que ce que le personnage de Jack Nicholson a fait à Chinatown, il ne veut pas trop en parler, et ce qu'il a fait à l'époque, c'est en faire le moins possible. Parce qu'en tant que flic, il voyait déjà la corruption. Et on voit ici que la police est dans la corruption. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est devenu détective privé, en forme idéaliste, en forme de contre-pouvoir peut-être. Et c'est pour ça qu'il s'implique beaucoup dans cette affaire. On comprend les motivations d'un monsieur qui a fui un idéal de pouvoir corrompu. Et ce rêve américain corrompu pour faire son petit truc à part et essayer de se battre contre des moulins à vent. Il y a une forme de Don Quichotte hein, dans ce personnage. Et après tout ce qui se passe, bon, je ne peux pas parler aussi, je peux pas faire la zone spoiler sans parler de la photographie, sans parler de ça, mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il n'y a pas des matte painting par moment, mais pour les scènes à l'océan, les scènes avec ce background là, toujours très touchant dans la façon dont on sombre dans l'obscurité. On tombe dans un crépuscule, plus on avance dans le film. Spoiler, parce que c'est très compliqué ce qui se passe, mais Evelyn, bon bah, est-ce que c'est pas elle qui aurait tué son mari, tout ça? Elle cache quelque chose, elle cache ce secret qui fait que déjà elle est la fille, bon ça on l'apprend très vite, elle est la fille de ce grand maniaque qui possède tout et qui est joué par John Huston, un gars qui voulait garder l'eau pour lui, pour le profit, alors que le mari voulait et a réussi à faire en sorte que ça soit domaine public cette eau. Et c'est pour ça qu'il y a eu un conflit entre le mari et le père. Sauf que Evelyn, au milieu, c'est la femme abusée par tout cela. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Puisque, grosso modo, c'est sous-entendu, elle a été violée par son père, elle refuse presque de l'avouer. Alors ça fait un peu... C'est compliqué. Ça fait un peu violent, vu le contexte de Polanski après, mais parce que probablement que ça a été très jeune ce qu'elle a subi. Et avec son père, elle a eu une fille qui est à la fois sa sœur, il y a toute une idée de protection derrière. C'est d'une violence. Voilà, ce qui est d'une violence absolue, c'est que quand elle essaye de dire la vérité, la double vérité, que c'est à la fois sa fille et sa sœur, le personnage de Jack Nicholson la gifle plusieurs fois. Là, vous voyez, c'est crispant de voir ça a posteriori en connaissant la vie privée de Polanski, ce qu'il a fait après. C'est très... Après, ça vient peut-être du metteur en scène, non, du scénariste. Vous voyez, ça me prend parce que, voilà, c'est assez particulier. Mais bon, on montre ici une femme qui a été corrompue malgré elle, et qui a été surtout manipulée et utilisée par cette corruption. Et derrière, le personnage de Jack Nicholson, donc, il essaye de l'aider parce qu'il l'aime. Il y a une histoire d'amour qui se déroule entre lui et elle et lui, pardon.
Je suis assez touché par le film parce que c'est assez violent et c'était de désespoir absolu. C'est-à-dire qu'il pourra jamais la sauver en fait. À la fin, bah, elle meurt quoi. Et cette idée que ce film se termine à Chinatown, là où il voulait plus revenir probablement, le désespoir est total. On rentre dans l'obscurité de la nuit, elle meurt avec sa fille-sœur à côté qui crie, qui va être récupérée par son père et grand-père à la fois. C'est terrible. Hein. L'inceste à Los Angeles, ça parle pas d'Hollywood ici, mais ces idées terribles là aussi. Et cette fin dans l'obscurité absolue, où le personnage de Jake va être emporté au plus profond voilà, du champ très sombre de ce Chinatown, dans cette rue là sans fin. On voit les badauds qui s'approchent. Ça, c'est une fin qui dit beaucoup de choses. Avec le dernier, évidemment, dialogue, enfin la dernière réplique d'un gars avec un policier quoi, qui lui dit non, forget about it, this is Chinatown. En gros, Chinatown, c'est l'endroit qu'on veut pas, qu'on veut oublier. Et là, il y a deux choses à dire. Oublier par rapport au personnage principal, son passé certes, mais que l'Amérique veut oublier aussi par rapport à ce qu'elle a fait subir aux immigrés chinois. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort derrière, alors qui est très en filigrane. Il faut connaître un peu cet aspect de la civilisation américaine. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça, ce qui rend le film poignant pour plein de choses. Pour cette femme abusée, qui a subi et qui n'a jamais pu s'en sortir. Et pourtant, avec son mari, on pourrait croire qu'elle aurait pu finalement, mais non. Parce que le mari représente la libération de l'eau pour le peuple, alors que le père représente le contrôle de l'eau. Bah, c'est un petit peu ça aussi. L'eau, c'est Evelyn. C'est le personnage de Faye Dunaway dans le film, qui a été contrôlé par le père, et qui a essayé de chercher des échappatoires, grâce à ce mari qui a libéré cela. Mais en fait, au final, il n'y a rien qui est possible. Et l'eau, le contrôle de l'homme sur la nature, on en est toujours là, de toute façon. Donc c'est un film qui est très dur à ce point-là, et qui est très fort. Voilà, je ferme la zone spoiler, j'ai été en fait impacté émotionnellement, et je m'en suis rendu compte vraiment là maintenant en faisant cette vidéo, plus que je ne l'aurais cru. C'est un film qui est très fort, qui sera encore plus fort quand je le reverrai. Parce que j'étais très pêle-mêle, là, j'ai survolé beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, c'est mon concept, ne m'en voulez pas si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas l'idée d'un procédé critique, c'est un peu cela. Mais j'ouvre toujours le dialogue en commentaire pour aller plus loin, pour pouvoir discuter avec vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup encore à dire sur ce film. Je n'ai pas trop parlé de l'aspect technique non plus, mais je l'ai fait, mais pas assez profondément, parce qu'il y a plein de choses. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que oui, Polanski est au sommet à l'époque. Et 6 ans après, ce qui est pour moi aussi son meilleur film, en attendant que je revoie celui-ci, Rosemary's Baby. Et c'est passionnant de voir comment il questionne le cinéma du passé en le rendant moderne. Ici, en tout cas, c'est fort. Mais même dans Rosemary's Baby, il y avait quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose d'assez âpre et d'assez dur qui parle de l'Amérique, qui parle du rêve américain, qui parle des idéaux impossibles, qui parle donc aussi de cette tentative de libération de la corruption, et qui en dit long sur l'histoire, au final. Beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, ce qui est important aussi. Chinatown, c'est pas un hasard que ce film s'appelle ainsi. Et il y aura une suite réalisée des années après. Je crois que c'est Jack Nicholson lui-même qui l'a réalisé. Alors je vais peut-être dire une bêtise. Je suis en train de dire une bêtise ou je dis pas une bêtise? Non, c'est bien lui. Avec le même scénariste, hein, mais je sais pas ce que ça vaut. Donc peut-être que je la verrai un jour, 16 ans après. Une suite qui en soi n'a aucun intérêt vu ce qui se passe là, mais peut-être pour voir comment le personnage de Jack Nicholson a survécu à ce traumatisme, grosso modo, peut-être. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Chinatown. Et je crois qu'on a besoin d'en parler ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.